Hello, Mahmoud. Okay. Hello, everyone. Today, we'll be presenting the work of the researcher Mahmoud Al-Bardan. Hello, Mahmoud. Hello. Okay. I will be speaking in French. Donc, bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse que j'ai fait à l'Université de Lille entre 2015 et 2018 sous la direction de John Klein et d'Olivier Collot. Donc, sur la thématique des combinaisons des algorithmes de classification. Donc, la présentation va se dérouler. Je vais commencer par une introduction générale et après, je vais positionner mon problème. Et après, je vais juste montrer la première approche que j'ai pu développer pendant ma thèse. Donc, c'est une approche de combinaison d'algorithmes de classification dans un cadre possibiliste, en fait. C'est le cadre de la théorie des possibilités. OK, et on va voir ce que c'est la théorie des possibilités. Donc, l'introduction générale et les motivations. En fait, vous le savez, l'intelligence artificielle, elle est très impliquée dans divers domaines dans notre vie quotidienne, que ce soit dans le transport, dans l'automobile, dans la biologie, dans la médecine. Et donc, à force d'avoir beaucoup de capteurs et beaucoup de sources d'informations dans ces domaines, on obtient beaucoup de données, donc des données massives qui ont commencé à sortir, bon, à peu près, on a commencé à en parler peut-être au début d'année 2010, 2011, 2012. Et donc, on avait ce problème en machine learning. Alors, les algorithmes de machine learning qui sont mis en place actuellement, c'est ce qu'on appelle le machine learning centralisé. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations qui viennent de divers sources, de divers capteurs, par exemple. Ces informations, on va les injecter dans un serveur, en fait, et on va faire l'entraînement et le test sur le même serveur. En fait, ça, il y a trois défis majeurs, en fait, si on procède avec une telle approche. Le premier défi, c'est un défi de capacité de calcul, parce que souvent, les serveurs, ils ont une capacité assez limitée de calcul. Donc, ça, c'est un. Donc, on ne peut pas vraiment traiter beaucoup de données massives. C'était le cas dans les années 2015-2016 sur la taille des serveurs, mais maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Après, il y a un autre souci, c'est un souci de confidentialité. Ça veut dire que s'il y a des attaques sur un serveur spécifique, bah, les personnes de mauvaise foi peuvent avoir accès aux données. Donc, ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est un défi d'intégrité de la donnée. Donc, si le serveur il crash, on perd toutes les données quasiment, dans la plupart des cas. Et donc, il existe une solution qui est l'apprentissage décentralisé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mes travaux. Donc, le machine learning classique, comme j'ai expliqué, et vous le savez, c'est composé de deux parties. Une partie d'apprentissage. Donc, on va prendre une base de données, on va lancer l'apprentissage et on va avoir à la fin de cette phase un modèle de prédiction qui est entraîné. Et la deuxième partie, c'est la phase de test, où on va donner à ce modèle qui est déjà entraîné un exemple d'entrée pour dire sa classe, ou bien une valeur réelle dans le cas de régression, par exemple. Dans le contexte d'apprentissage décentralisé, on va la même chose, mais on va séparer la phase d'apprentissage et la phase de test sur plusieurs serveurs. Okay. Et donc, ce qu'on va faire après, on va combiner la sortie des prédictions. Okay. Donc, chaque algo, par exemple, il va me donner une prédiction J, et après, on va développer des règles de combinaison pour améliorer les performances de prédiction. Okay. Et j'ai juste oublié de dire, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou bien des remarques.
OK. Donc, déjà, pourquoi on combine des classifieurs? Il existe plusieurs motivations. La motivation la plus intuitive est que lorsqu'on combine des classifieurs, on est en train d'éliciter plusieurs experts. Donc, l'avis général de plusieurs experts, ça reste mieux de l'avis d'un seul expert. En fait, ça, c'est l'intuition générale. Mais après, il y a aussi plusieurs d'autres motivations. Notamment, la première, elle est reliée à la limitation statistique du modèle. Ça veut dire, supposons que ce F-là, c'est l'espace de toutes les fonctions possibles. Okay, le cercle en noir va contenir les fonctions qu'on peut apprendre sur notre dataset d'entraînement. Ça veut dire en modifiant certains hyperparamètres, on va obtenir cet espace-là, le noir. Et les points en noir, en fait, ce sont les fonctions de décision pour 3 classifieurs individuels, par exemple. Le rouge, c'est la fonction de décision optimale, donc qui fit le mieux mon dataset et ce que j'ai cherché et ce que je suis en train de chercher. Et en fait, vous remarquez qu'en combinant ces trois points noirs, en fait, si je les combine d'une façon intelligente, j'approche beaucoup du point rouge, qui est la fonction optimale. Le deuxième, donc ça c'est la limitation statistique par rapport à la variance des modèles. La deuxième limitation, c'est une limitation, ce qu'on appelle de représentation, et c'est le biais en fait. Donc pareil, en combinant les points noirs, donc ce sont les fonctions de décision des classifieurs individuels. Donc, les classifieurs qu'on utilise dans mon ensemble de classification, je veux étendre en fait mon espace F, ok, pour obtenir le point bleu qui soit proche de la fonction de décision optimale. Ok. Donc ça c'est par rapport à la deuxième limitation qui est une limitation de représentation, le biais. La troisième limitation, c'est une limitation par rapport au calcul. En fait, lorsqu'on cherche la fonction de décision d'un classifieur, ce qu'on va faire, et on va partir d'un point spécifique dans mon espace de fonctions possibles, et on va faire de l'optimisation pour finalement avoir ce point-là, donc le point-là qui est la fonction de décision. Sauf que sur la route, je peux tomber beaucoup dans des minima locaux. Et si on suppose par exemple là que les points noirs ils sont des minima locaux, donc je suis coincé dans un minima local, et donc une des solutions peut être de combiner ces fonctions qu'on a obtenues dans les minima locaux pour approcher le plus possible au point noir, donc la fonction optimale que je cherche. Okay? Mohammed, I have, Yes. I think maybe 2 questions. The first one is that for each black dot, you are recalculating all the weights from scratch, or do you have something in common between all these training models? Actually, according to the algorithm that I'm using, so for instance, in my experiences, I used 3 decision trees, but this decision trees was trained on mutually exclusive subset of features. So yeah, you can say it's from scratch, but actually each one has a specific condition of training. Okay, so you have different initial random values for the weights, but then you will calculate a different training. So you'll go through a different training loop, and maybe you will get a different prediction or decision making approaches. Yeah, actually, mainly what we are doing is we are using the predictions from each classification algorithm, and then we will use this prediction as inputs to a combination function.
to have an output prediction. Okay, so Output here combined prediction. for each model you can have a different type of algorithm also? Yes, yes, yes. Okay. And another question for the like intelligent method of combining these three decisions, do you also apply learning or it's just a rule-based approach? Yes, actually, in the combination rules that exist in the literature, there are trainable combination functions, and I can say, stacking. Stacking is a method of combining algorithms, but by a learning approach. It's not a Bayes rule approach. Okay, so that's what you are doing. Yes, but in my case, I will learn a hyperparameter. You will see that later. Yes, to combine the decision function. Okay, thank you. Okay. Donc, le positionnement de mon problème. Alors, ce que j'ai essayé de construire pendant cette thèse, c'est de construire des systèmes multiclassifieurs. Donc, MSC, c'est Multi-Classifier System, qui ont d'abord une structure parallèle. La structure parallèle signifie que l'entrée qu'on va fournir à un classifieur J ne va pas dépendre d'aucune des sorties d'autres classifieurs. Okay, donc, ces classifieurs ils vont fonctionner en mode parallèle. Le deuxième point qu'on va prendre en compte, c'est formation. Oui, et en fait, voilà, j'essaie de construire aussi des systèmes multiclassifieurs qui sont robustes à deux choses. La première est aux fautes, ça veut dire si une source d'information, un classifieur, va injecter à ma règle de combinaison des informations fausses, donc de la classification pourrie. Et la deuxième chose, c'est ils vont être robustes à la dépendance entre les décisions des classifieurs. Ça veut dire, si j'ai trois classifieurs, comme nos classifieurs ils sont entraînés sur des datasets qui sont forcément corrélés, parce qu'ils décrivent les mêmes objets, simplement. Et donc, faut gérer cette dépendance, en fait, parce que ça peut influencer sur les performances après. Le deuxième point à prendre en compte, c'est l'information contextuelle. Donc, dans mon système multiclassifieur que je vais construire, je vais prendre en compte l'information contextuelle. Il y a plusieurs types d'informations. Just in the slide before this one, you have mentioned that, okay, regarding the data set, we have only one input, which is the data set, and we're feeding this input to all the classifier. So from just one data set, we're feeding all the classifiers, right? Yes. But okay. Actually, yes, we are feeding them in an intelligent way to produce diversity in their decisions. So we are feeding them on mutually exclusive subset of features. No, to avoid the dependence aspect. Okay, I see. Ok. Donc, il y a plusieurs types d'informations contextuelles, notamment vous les connaissez, les accuracy, la précision, les recalls, mais l'information contextuelle d'un classifieur qui est la plus informative, ce sont les matrices de confusion. Donc, les matrices de confusion, ce sont des outils d'évaluation des classifieurs. Sur les lignes, on a les vrais labels, et sur les colonnes, on a les labels qui sont prédits. Donc ça, c'est juste une formulation mathématique d'une matrice de confusion. Donc, à partir de là, je vais vous demander juste de mémoriser quelques notations mathématiques. Donc, ces chapeaux, c'est donc là, que vous voyez là, c'est la décision d'un classifieur. OK. Oméga, c'est l'ensemble des classes, et nval, c'est le nombre d'exemples dans mon ensemble de validation.
Alors, le troisième point qu'on veut, sur lequel on va se focaliser dans notre système multiclassifieur, c'est la dépendance. La définition de la dépendance est que mes classifieurs, ils vont souvent se tromper dans les mêmes exemples. Okay? Donc, ça, c'est une des définitions de la dépendance. La dépendance, elle est en lien avec la notion de la diversité enfin, c'est un peu le contraire de la diversité dans les prédictions des classifieurs. Et en termes mathématiques, la dépendance entre deux classifieurs veut dire que la probabilité que c'est un chapeau, enfin, la probabilité jointe conditionnelle est différente du produit des probabilités marginales. Okay? Donc, la probabilité que c'est un chapeau, virgule, c'est deux chapeaux, sachant la vraie classe, va être différente que le produit de P de c'est un chapeau Y, sachant Y, fois P2, c'est deux chapeaux, sachant Y. Parce que si c'était le cas, bah, on revient à l'hypothèse de l'indépendance. Vous connaissez tous en probabilité P de A sachant P de A virgule B est égal P de A fois P de B si A et B ils sont indépendants. OK? Donc, l'objectif principal de cette thèse, enfin de ce travail, était de construire un système multiclassifieur avec une structure parallèle qui est basée sur les matrices de confusion dans un contexte d'apprentissage décentralisé et qui est capable de modéliser la dépendance entre les classifieurs. Donc, ce que j'ai fait est, on a réussi à développer deux méthodes. La première est une méthode de combinaison dans le contexte possibiliste et la deuxième est dans le contexte probabiliste. Et après, on aura des résultats expérimentaux et une validation statistique. So it's based how we combine this model. This is the added on value of your research work, right? Yes, yes. Okay. Ok, donc un petit peu juste de l'état de l'art par rapport à la combinaison des classifieurs. Donc, il existe ce qu'on appelle les méthodes de baseline, en fait, notamment toutes les méthodes qui sont basées sur le vote. Ça veut dire, si j'ai trois classifieurs, j'ai deux classifieurs qui me donnent la classe 0 et le troisième, il me donne la classe 1. Bah, par vote majoritaire, je vais prendre la classe 0, par exemple. Ça, c'est les baselines. Et par contre, ces méthodes ne sont pas capables de capturer bien la dépendance entre les classifieurs qu'on souhaite faire, et donc on les a écartés dans le travail. Mais on les a utilisés pour se comparer avec. Une deuxième catégorie de méthodes, ce sont ce qu'on appelle les méthodes d'ensemble, comme le bagging, le boosting. Mais ce genre de méthode, il a une restriction par rapport à la nature. Ça veut dire qu'on va utiliser que des algorithmes de même type, en fait, dans ces deux algos, par exemple. Le bagging, le boosting, on va utiliser, par exemple, des arbres de décision. Donc, voilà, ça, c'est une restriction. Et donc, on l'a utilisé pour se comparer avec, mais sinon, on n'a pas développé la méthode dans ce cadre-là. La troisième catégorie, ce sont les méthodes de combinaison par apprentissage, comme le stacking et les modèles de mélange, comme les mélanges de Gaussian, par exemple, ou bien le mélange de n'importe quelle loi. Donc, le stacking, ce qu'on va faire dans le stacking, et on va entraîner la règle de combinaison avec un autre algorithme de classification. Okay? Mais malheureusement, ce genre de méthode, il nécessite un dataset de qui est assez large parce que du modèle.
Et finalement, il existe une catégorie qui est la fusion dans un cadre incertain. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va se positionner pour développer les modèles. Ça veut dire qu'on va utiliser les sorties incertaines, en fait, les algorithmes de classification. Dans notre cas, on va utiliser les sorties de matrice de confusion qu'on va normaliser pour obtenir des distributions de probabilité. OK? Alors, donc, considérons que j'ai K classifieurs, j'ai K algorithmes de classification que je veux combiner leurs décisions. La matrice de confusion, les éléments sont MIJ, et en normalisant par rapport aux colonnes de la matrice de confusion, donc chaque cellule par rapport aux colonnes, j'obtiendrai la probabilité de C chapeau sachant Y. Donc, la probabilité qu'une classe soit prédite quand on fait de la classification, enfin, quand on fait de la combinaison, la règle de décision, d'après la théorie d'apprentissage, elle est celle-ci. Donc, on va chercher Y. Juste un instant. Hop. Voilà, on va chercher Y qui va maximiser cette quantité-là. OK? Comme ça qu'on va prendre la décision. Oh, pardon. Alors, si je découpe cette distribution-là en un produit de distribution, j'aurai ce produit-là. Donc, la probabilité des décisions, sachant la vraie classe, fois les priors sur ma vraie classe, et j'obtiendrai une nouvelle règle de décision. Si je prends l'hypothèse de l'indépendance, qu'on a cité tout à l'heure, de l'indépendance entre les décisions des classifieurs, je vais pouvoir développer la distribution des décisions par rapport à la vraie classe, un produit de distribution marginale. OK. Je vais juste effacer celle-ci. Distributions marginaux, qui sont celles-ci, P de Y sachant C de K, pour tous les classifieurs. Et ce qu'on souhaite trouver, c'est cette quantité-là. OK? P de Y sachant toutes les décisions, pour pouvoir prendre la décision finale de combinaison. Ce qu'on a fait, et on a fait d'abord de probabilité, donc Y sachant pi. Comme on a dit d'après la matrice de confusion, OK, en normalisant sur les colonnes. Et Il y a un petit problème dans la voix, elle se coupe de temps en temps. Donc, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Oui, on t'entend. oui, attends juste un instant, je vais régler ça. Puisqu'il y a des informations qu'on ne peut pas les entendre à cause de la connexion. Est-ce que c'est bien maintenant? Oui, vous pouvez commencer à parler et s'il y a un problème, on peut avertir. OK. C'est mieux maintenant? Oui, oui, c'est bon. OK, parfait. Je suis passé. Donc, OK. Donc, je récapitule. On va partir de cet ensemble-là de distributions marginaux pour obtenir cette distribution-là. OK. À partir de cette distribution-là, on va obtenir
Donc, la décision de combinaison finalement de notre panel d'experts. P de Y, sachant ces chapeaux, on va la transformer en une distribution de possibilités pi. Cette distribution de possibilités, on va la combiner donc pour tous les classifieurs, on va la combiner par une règle T lambda. On va voir après, c'est la règle T norme, c'est une règle paramétrée pour obtenir une distribution de possibilités sur tout l'ensemble par rapport qui va concerner un exemple de test pour une classe. Okay? Et finalement, la nouvelle règle de combinaison va être, on va prendre la classe qui va maximiser la distribution de possibilités jointes, celle-ci. OK? Alors, quelques notions sur la théorie des possibilités. Donc, la théorie de possibilités, c'est une théorie qui est alternative à la théorie des probabilités et qui est en relation avec la logique floue. Dans la théorie de probabilité, on a la propriété d'additivité. Ça veut dire que la somme des probas va être égale à 1. Mais là, en possibilité, on va la remplacer par la propriété de maxitivité. Ça veut dire que le maximum des possibilités va être égal à 1. Donc, contrairement à la théorie de probabilité, où si j'ai une probabilité d'un événement qui est égale à 1, donc cette information-là, elle est très informative parce que je serais surpris si cet événement-là, il ne va pas se produire, si sa probabilité est égale à 1. Sauf que dans la théorie des possibilités, même si la possibilité d'un événement est égale à 1, je ne serai pas surpris si l'événement il ne se produit pas. OK? Similairement, est-ce que vous pouvez donner un petit exemple? Est-il possible de donner un exemple? Ouais, un exemple. J'ai fait un exemple. En fait, là, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin d'exemple, mais il y en a un exemple pour expliquer une chose après. Peut-être que voilà, ça sera une réponse à ta question. D'accord, Donc, d'accord. voilà, ce qu'il faut retenir est que si j'ai une possibilité est égale à 1, ce n'est pas informatif. Ça veut dire que l'événement il est possible, mais il n'est pas probable. Okay? Et si j'ai une possibilité est égale à 0, ça c'est informatif. On le considère comme informatif parce que justement l'événement il ne peut pas se produire, parce qu'il n'est pas possible, simplement. Ici j'ai une question, s'il vous plaît. Pourquoi tu es intéressé par les événements qui sont possibles mais qui ne sont pas probables? Oui. En fait la théorie des possibilités a été développée pour justement gérer au départ, pour gérer les déclarations linguistiques, comme par exemple, si je dis que cet article il est cher, le mot cher, pour moi et pour toi et pour une autre personne, c'est différent. En fait. Et donc, ça a été créé pour ça. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que justement, après, la règle de T-norme qu'on utilise, en fait, elle n'est pas adaptée aux probabilités. Parce que justement, ce qu'on souhaite, avoir une sortie de cette règle qui est une probabilité, sauf que ça ne marche pas avec les probas, parce que ça ne donne pas une distribution qui somme est égale à 1. Donc, on est obligé de passer dans un autre cadre où en fait, elle donne un résultat valide. Okay? Et on a trouvé la règle de possibilité qui est plus adaptée. Mahmoud, is this in a way similar to energy-based models? Sorry? Is I didn't hear. Is this similar to energy-based models? Energy-based model. It Yeah. Possibility theory is not, at my knowledge, it's not related to energy-based model, but surely everything that contain like joint distribution or something like that is related to energy-based model.
but in my case, no, it's not really. Okay. I'm just asking because also energy maze model solves this problem if you don't want to have sum of probabilities to be equal to 1. So Yeah. usually they use something like that. Yes. Yeah. Yes. If I remember, I will speak at the end on an approach that we developed in the PhD, but I didn't put in my PhD manuscript because I didn't have time. Actually it's based on a Boltzmann machine. Okay. So energy based model. So, yeah. Donc dans la théorie des possibilités, on a deux mesures en fait. La première mesure, c'est la mesure de possibilité d'un événement, et la deuxième mesure, c'est la mesure de nécessité. Par la mesure de nécessité, on veut dire le degré de croyance justifié qu'on peut donner à un événement, simplement. OK? Et par mesure de possibilité, c'est le degré de croyance qu'on peut donner à un événement sans la présence d'informations contradictoires. Okay? Ça veut dire que la possibilité va englober un petit peu, va englober la nécessité. Si vous pouvez, je ne sais pas si c'est assez clair, mais on va voir ça après, juste dans le slide après. Ça va être, je pense, un peu plus clair. Donc, pour passer de cadre probabiliste au cadre possibiliste, on utilise une transformation qui est connue dans la littérature. C'est la transformation de Dubois-Prade. Et cette transformation, elle est caractérisée par trois caractéristiques qui nous intéressent. La consistance, ça veut dire que la possibilité d'un événement, elle est toujours plus grande que sa probabilité. OK? La préservation de préférence, ça veut dire que si un événement il est préféré dans le cadre probabiliste, il sera toujours préféré dans le cadre possibiliste. Et aussi la spécificité maximale, ça veut dire qu'une distribution de possibilités est plus informative qu'une autre distribution de possibilités si la mesure de possibilité pi de 1 pour tous les éléments, en fait là, pi de 1 pour tous les éléments dans oméga va être inférieur à pi de 2 pour tous les éléments de oméga. OK? Alors, supposons que grand T, c'est la famille des propositions qui sont vraies. Grand F, c'est la famille des propositions qui sont fausses. U, c'est la famille des propositions dont je n'ai pas décidé encore, s'ils sont vraies ou s'ils sont fausses. La mesure de nécessité, on peut la voir comme la certitude de vérité. Ça veut dire qu'elle va englober les événements qui appartiennent à la famille T. La mesure de possibilité, elle va englober les événements qui vont appartenir à T et U ensemble. OK? Et la mesure de possibilité, elle est égale à 1 moins n A de C, ça veut dire la nécessité de l'événement, du complémentaire de l'événement. Alors, je vois que j'ai dépassé un petit peu le temps. Oui, je crois pour chaque personne, on a besoin de 20 minutes, 15 minutes pour représenter son travail. Donc, vous avez encore 5 minutes, Mahmoud. OK, parfait. Bon, en gros, on a fait la combinaison avec cette règle. Cette règle, elle est paramétrée par un paramètre lambda, OK, qui va nous aider à alterner entre une règle de renforcement qui est la règle multiplicative de probabilité et la règle minimum qui est une règle idempotente. Quand on dit règle idempotente, ça veut dire qu'on ne va pas compter le même élément deux fois dans la classification, dans la combinaison. Okay? Ça veut dire si j'ai un panel d'experts, c'est un chapeau, c'est deux chapeaux, c'est trois chapeaux. Si j'ai le deuxième et le troisième classifieur qui sont similaires, on va les compter comme un élément et pas comme deux éléments. Okay? Ça, c'est la règle idempotente.
et qu'on peut atteindre avec une valeur de lambda est égale à plus l'infini. La règle de renforcement, c'est juste le produit en fait des entrées de la T-norme. Alors, sur les expérimentations, on a mené des expériences sur des triplets des arbres de décision logarithmique et naïf bayésien en évitant d'avoir un classifieur dominant pour ne pas perturber la combinaison, en prenant des classifieurs qui ont une tendance à sous-apprendre en fait, pour justement mettre en valeur la combinaison, et finalement en ayant une diversité dans les réponses. Et ça, on le fait en entraînant les classifieurs sur des sous-ensembles de features qui ne se groupent pas. Okay. Donc, dans les résultats, donc là, je présente les résultats sous forme de ranking des méthodes. La première colonne, elle correspond à la colonne, à notre méthode, en fait, post-T-norme. Et les autres colonnes, c'est d'autres méthodes de combinaison qu'on essaie de se comparer avec. Donc, on voit bien que la possibilité T-norme, elle donne des résultats en premier temps qui sont encourageants. C'est-à-dire, elle n'est pas vraiment classée trop à la fin, mais elle est classée moyen. Et ça, c'est dû à, on a conclu que ça, c'est dû à un grand niveau de dépendance dans les classifieurs. Donc, on a essayé d'augmenter cette dépendance, en fait, en rajoutant des classifieurs d'amis. Ce qu'on appelle par classifieurs d'amis, ce sont des classifieurs qui vont donner la même réponse tout le temps. En fait. Et cette réponse va être égale à la classe la plus fréquente dans l'exemple d'entraînement. Donc, en rajoutant des classifieurs d'amis, donc ça c'est donc sur l'axe des abscisses, on a le nombre de classifieurs d'amis qu'on a rajouté de 1 jusqu'à 25. Sur l'axe des ordonnées, on a le ranking de la méthode. Donc plus c'est bas, plus c'est bien. OK. Et ça c'est la T-norme. Donc ça c'est la règle de Bayes. Pour un nombre petit de classifieurs demi, elle fonctionne bien. Après, ça commence à donner des mauvaises performances par rapport à la T-norme. Et ça, c'est normal parce qu'on passe d'un cas d'indépendance à un cas de dépendance. OK? Dans le panel d'experts, la règle multiplicative, possibilité multiplicative arrive. Donc, là, ce qui est en rose, là, il correspond à une valeur de lambda qui est égale à 1. Donc, c'est la règle de renforcement où on va compter, l'information redondante plusieurs fois. Donc, dans le cas d'indépendance, ça fonctionne bien. Et après, ça donne des mauvaises pertes. Pareil pour la règle minimum. La règle minimum, dans le cas d'indépendance, ça ne va pas bien fonctionner, mais après, pour des hauts niveaux de dépendance, ça va s'améliorer. Donc, si vous regardez en fait que cette figure-là, vous trouvez que la courbe en bleu foncé là est la courbe la plus stable. Okay. Donc là, on est arrivé à notre premier objectif, qui est la robustesse par rapport à la dépendance. Ça veut dire, même si on augmente le degré de dépendance dans notre panel d'experts, des classifieurs, on va garder quand même, une performance qui est assez stable. OK. Et après, ça, c'est une comparaison avec les autres méthodes. OK, donc des résultats. Donc, ça, c'était pour les triplets de 2 arbres de décision. Des résultats similaires ont été observés pour le grec et le bayésien. Et c'est bon. Et c'est bon, j'ai terminé. Donc, voilà. Ça, c'est le papier qu'on a créé. Mais ça a été beaucoup modifié depuis 2018. On l'a publié finalement en 2020. Donc, ça a été vraiment beaucoup modifié. OK. OK. Donc, merci à vous. Et ça, c'est pour notre. Mahmoud, we would like to thank you for this presentation.
as you have mentioned before, the motive behind all of this was having a lot of data and like the urgent need of processing the big data in a decentralized way. So this technique that you have just proposed and enhanced is actually really needed in the field of artificial intelligence. I think everyone would agree on this, right? Yeah, sure. Okay, so does anyone have question regarding Mahmoud's work? Is there something not clear, or everything was clear in his presentation? Maybe I have a comment after your comment. If we are saying that the first reason why we are doing this work is that because we have big data, so why are the methods that rely on learning with very high number of samples are not adapted for as a solution here? Yes. Actually, I did not say that they are not adapted as a solution. For the reasons I mentioned in the third slide, in this slide, like we have some concerns sometimes about computational capacity on servers, on confidential issues, also on data integrity. So many companies like started actually to think about decentralizing their data processing to avoid this issue in the future. You know, and in a decentralized setting, as I mentioned, we use many servers, and then we combine the final decision on a specific server, on other server. So using this type of methods that are robust to dependency or and to fault tolerance. So if any source of information or any server may fail down, we can keep a good performance. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Do you? I guess it's convincing. All right. Are there more questions to ask for Mahmoud? Okay. Mahmoud, I would love to ask you some questions regarding your experience other than the presentation. Like you're currently doing, like you're currently working as a research engineer at Telecom Paris, and you have already worked in a startup, and we would love to know how great it is to work in artificial intelligence in both startups and labs, and how does it differ between like what is the main difference in working whether in the lab or in a startup or in a big company? Yes. Actually, working in a research lab is very different from working in a startup or in even a big company, because in the industrial approach, they do not take care about how beautiful is the model or how complex is the model. You know, they job to be done, so they mainly use a lot of big companies that say that they are working on AI or something like that. They are just using UnisVM or a decision tree and something like that. But working in a research lab allows you to
do a lot more beautiful stuff, like working on cutting edge technologies, like reading papers on cutting edge technologies like neural nets or GANs, for example. And these techniques are unfortunately like not very used in an industrial context. Yes. So this is the main difference. Actually, now they are trying to like companies are very excited about leveraging artificial intelligence in their solutions. So I guess they consider the artificial intelligence techniques as a black box and try to use them as a black box, but they don't get deep down into the mathematical like the mathematical equations and the mathematical presentation of the models. They just use them as they are presented in different platforms. Yeah, but in France, even when they use it as a black box, they have a problem in the concept of black box, because big companies historically they are more involved into data analysis and something like that. Yes. So they use to understand the features, the variables, the problem. And now in 2020, if you come with your algorithm and you can justify why it's working in details, they have a little problem to accept that. Okay. But they all say that we are using artificial intelligence and something like that. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So Mahmoud, also, do you have any suggestions or any references for the ones who are interested in knowing more about artificial intelligence, like courses or books or something to suggest? Yeah, I think I didn't watch the previous round tables, but I think you mentioned already that. Yes. Like on blogs like Medium or Data Science. Mm-hmm. Yeah, they are very good blogs to learn quickly and to understand the concept of machine learning algorithms. Okay. Yes. Exactly as you have mentioned, it's already mentioned in other episodes. Like we have mentioned the courses of Andrew Ng and a lot of books regarding deep learning and artificial intelligence, and also the blogs on Medium that you have said that a person can quickly understand the problems and know how artificial intelligence can be used as a solution for these problems. Yeah, and I also recommend to watch videos for a professor called Hugo La Rochelle. Okay. It's a very good professor, and on YouTube, yeah. Okay. He has courses in English and in French, and covering many subjects, from like simple statistics to computer vision neural nets in a very good way. Okay. Okay, Mahmoud, we are very glad that you have presented this new approach, and we're happy that you are part of our team and the Middle Eastern AI researchers. Thank you so much for the presentation today. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.